Bien, c'est avec une certaine émotion que je vais parler de Carole Le Floch, parce que je vais en parler à la fois en tant que directeur général, mais aussi, je dirais, en espérant être l'ami que je suis devenu au travers d'une amitié qui s'est forgée d'abord au Conseil du travail social. On a appris à se côtoyer, à travailler ensemble, à s'estimer. Et Carole était dans une situation assez particulière, parce que la situation de personne accompagnée, ça n'est pas simple, loin de là, chacun le sait. Et pour autant, elle était là avec ses compétences, avec ses connaissances, avec ce savoir qui sera d'ailleurs au cœur de la définition du travail social sur lequel on a beaucoup travaillé ensemble, puisqu'elle a fait partie de ce groupe que j'avais l'honneur d'animer, et sur lequel, au travers des savoirs académiques, des savoirs profanes, il y avait les savoirs expérientiels. Et Carole a beaucoup contribué à ce moment-là à animer et à nourrir les débats qu'on a eus et à pouvoir aboutir à cette définition du travail social qui est maintenant inscrite dans le Code de l'action sociale et des familles. Mais c'était le début d'une aventure entre nous, puisqu'on a vraiment voulu continuer ce travail, et notamment ce travail au sein de l'IRTS avec deux choses qui étaient importantes. Comment pouvait-elle, elle, dans sa vie, évoluer, et donc pouvoir avoir une sécurisation et une reconnaissance de tout ce qu'elle avait en fait et tout ce qu'elle avait en elle justement d'expérience et de connaissances et de compétences et qui n'était pas forcément reconnu. Et donc cette aventure, elle a été une aventure assez longue pour la convaincre, ainsi qu'une de ses camarades et amis, de venir à l'IRTS, non pas témoigner comme un certain nombre d'intervenantes occasionnelles, mais pour pouvoir faire vraiment partie de l'équipe. Et donc, comment pouvions-nous la recruter avec les difficultés particulières de sa situation, et notamment, effectivement, les aides qu'elle avait d'un certain côté, et le fait de pouvoir avoir un salaire de l'autre. Et donc, finalement, ça a duré probablement plus d'un an, mais on a réussi à trouver une situation ad hoc. Et cette situation consistait à ne surtout pas avoir un espèce de strapontin, pour faire une situation, comme disaient les vieilles publicités, un Canada Dry de salariés, pas du tout, mais au contraire être pleinement reconnu. Donc on a abouti, on a pu signer un CDI à temps partiel, lui permettant de garder sa liberté par ailleurs dans plein d'actions de bénévolat et autres dans lesquelles elle était impliquée, et puis de notre côté pouvoir l'accueillir. Cet accueil, il a été double. D'abord, il n'a pas été facile parce que les collègues des équipes pédagogiques étaient bousculés par cette arrivée, se demandant pourquoi on recrutait une conseillère technique et pas une formatrice, tout simplement parce que quand on n'a pas les diplômes, on ne peut pas être formateur selon la législation actuelle, et puis se demandant un peu si finalement on leur faisait confiance en allant chercher un savoir ailleurs que dans les canaux habituels des profils de formateurs. Donc ça n'était pas facile, mais ça a été très certainement pour moi, à titre plus personnel, individuel, une de mes plus grandes joies et une de mes plus grandes fiertés, et de quelque chose qui restera en tant que directeur général. Et puis il y a eu la troisième aventure qui est celle de l'écriture d'un livre. Et ça, c'est pas rien. Comment est-ce qu'on accompagne cela? Eh bien, tout simplement en faisant ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que quand il y a du talent, quand il y a du vécu, quand il y a de la vie, il faut l'accompagner. C'est ce qu'on a fait. Donc ça a été quelque chose qui était certainement très difficile pour Carole de coucher sur le papier ce qui était sa propre vie. Mais elle l'a fait, et pour avoir évidemment lu ce livre, qui n'est que le premier tome de la suite de cette vie professionnelle, eh bien, il y a quelque chose qui est extrêmement riche et qui, pour moi, reflète tout à fait la richesse de ces personnages très particuliers qu'est Carole. Je vous remercie. Bonjour Carole Le Floch. Bonjour Anne-Marie.
Nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre des rencontres du Centre ressources documentaires de l'IRTS au sujet de la sortie de votre livre intitulé « De la grande exclusion au pouvoir d'agir, le journaliseur » comme sous-titre. Ce livre est paru aux presses de Parmentier dans la collection Recherche en action et Catherine Saint-Honoré, formatrice à l'IRTS et doctorante en travail social, en a écrit la préface. Alors Carole, ma première question sera de savoir pourquoi vous avez écrit ce livre. Il a une histoire très atypique en fait. L'origine vient de ma découverte du terme savoir expérientiel. Et pour comprendre quel savoir expérientiel je détenais, il a fallu que je retrace mon histoire de ces 7 dernières années, en situation de rupture de vie en fait. Et vous parlez de savoir expérientiel, alors pourriez-vous aller plus loin, nous les définir, comment ils se construisent? Le savoir expérientiel, c'est le savoir qu'on acquiert de ses expériences de vie, en fait. Même dans la violence, qu'il soit positif ou négatif, on en acquiert des compétences et des connaissances. Ce qui est plus difficile, c'est de les identifier et de les nommer. Et pour ça, c'est ce que je disais, il faut absolument retracer son histoire pour pouvoir retravailler dessus, analyser et le comprendre. Donc l'écriture, finalement, a été le point de départ de votre reconstruction. Reconstruction, non, mais en tout cas de compréhension de mon parcours, de comprendre ce parcours et ce que j'ai pu acquérir de ce passage de vie. Ça a fini par 700 pages que j'ai dû retravailler et qui a fini par produire cet ouvrage. Donc, Carole, votre livre est organisé en 5 chapitres, selon un agencement chronologique qui reprend les étapes de votre parcours. Vous commencez dans le premier chapitre intitulé « De la rue » en nous racontant votre expérience de celle-ci. Pouvez-vous nous en parler? Oui, en retraçant mes 7 années, mon histoire, en fait, le passage de la rue a été un des plus compliqués à rédiger, parce que beaucoup d'émotions et beaucoup de souffrances sont réapparues. Il a pris du temps. Mais il devait rester dans cet ouvrage, sinon il n'avait pas lieu d'être pour faire comprendre le reste de l'histoire. Et pouvez-vous nous parler du point de basculement qui vous a amené à cette rupture de vie? Dans cette société, rien n'est prévu, pas assez de choses en tout cas ne sont prévues pour qu'une femme puisse s'extraire de violence. Et il a fallu que je fasse le choix forcé d'aller vivre à la rue pour me protéger, le temps que mon agresseur soit condamné. Et en termes d'adaptation, quelles sont les adaptations, si c'est le terme qui convient, que vous avez dû opérer pour pouvoir survivre? Oui, adaptation correspond. Chaque personne doit s'adapter au nouvel univers dans lequel il rentre. Et celui de la rue est en lui-même. Et donc il faut changer de personnalité, il faut changer de langage, on change d'apparence. Psychologiquement, on devient très abîmé et il faut changer d'identité pour pouvoir survivre dans cet univers le temps que ça passe. On est obligé. Donc Carole, après avoir pu rentrer dans un centre d'hébergement, La Pause, je crois, vous découvrez le monde de la participation grâce à laquelle vous allez entamer votre processus de reconstruction. Alors ma première question sera de savoir ce qu'est la participation par une personne accueillie. Alors la définition que je vais choisir de citer, en fait, c'est celle qu'on a retenue dans le rapport sur la participation du Haut Conseil du travail social, qui est la participation, c'est prendre part aux décisions qui nous concernent et en avoir une part. Ça, c'est dans le domaine du social. Ensuite, tu parles de reconstruction, mais c'est pas été identifié tout de suite. Il a fallu vraiment que j'arrive au dernier chapitre de mon ouvrage pour comprendre quel avait été un facteur positif et concret de ma reconstruction. Dans ce chapitre, aux instances de gouvernance, j'y relate mon parcours dans ce contexte, en fait, dans la participation en situation de personnes dites accompagnées, ou encore, le terme qu'on utilise encore, c'est usagers. Je l'ai découverte au sein de La Pause, dans les groupes d'expression en interne, et puis parce que mon éducatrice était très impliquée dans
dans cette pratique, m'a fait découvrir au niveau départemental ce qu'on appelait la commission des usagers, puis au niveau régional et au niveau national aussi, très rapidement, à travers les conseils régionaux et nationaux des personnes accueillies, accompagnées ou l'ayant été. Donc, un conseil qui est prévu pour les personnes en situation de précarité avec un S ou en situation d'exclusion sociale. Ce qui a été difficile de conserver dans ce chapitre, en fait, c'était de concrètement garder les petits paragraphes qui fassent voir la progression qu'il peut y avoir, les divers stades, niveaux, et la progression que ça peut apporter, en fait. Ça a commencé par une participation complètement alibi où j'étais complètement fracassée par l'alibi, où j'y allais juste parce qu'il y avait des repas gratuits ou des viennoiseries. Étant en difficulté financière, c'était très importante. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à conscientiser mes actions, en fait, jusqu'à aboutir à une construction, à réussir à une construction de paroles pertinentes et efficaces avec un système d'argumentaire. Et je parle aussi de cette ambiguïté qu'il peut y avoir entre la parole individuelle et la parole collective, en tant que représentant d'un collectif. Et aujourd'hui, au point de m'avoir emmené, d'être reconnue en tant que personne qualifiée au titre de son savoir expérientiel dans plusieurs de ces instances. Carole, vous êtes aujourd'hui coordinatrice père à mi-temps et vous avez consacré un chapitre à cette question. Pouvez-vous nous donner la définition de la paire aidance et pourquoi vous êtes investie vers la paire aidance? En fait, en 2014, j'ai découvert ce terme. Vous allez dire, j'ai découvert beaucoup de choses, mais oui, en fait, j'ai découvert ce terme et cette définition qui est un père aidant, c'est celui qui aide l'autre à traverser une situation similaire. Un peu sur l'exemple des parrains de la Croix-Bleue, des alcooliques anonymes, ce sont des pères aidants. C'est un exemple. Et ça m'a accroché, je m'y suis entendue dedans et je n'ai cessé depuis de faire des recherches sur ce sujet, que ce soit au niveau d'abord théorique, pour comprendre un petit peu au niveau international comment ça existait, qu'est-ce qui était pratiqué, quel retour il pouvait y avoir dessus, puis au niveau pratique, puisque je l'ai expérimenté sur un contrat moi-même. En fait, ça c'était vraiment pour aller jusqu'au bout. Et au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai compris que moi-même je l'avais pratiqué inconsciemment lorsque j'étais à la rue, auprès d'autres femmes. En fait, on s'entraidait en fait pour trouver des endroits pour aller dormir en sécurité ou pour aller se laver, tous ensemble, pour se protéger. Et je me suis vraiment sentie dans ce qu'était une paire aidante et que j'en étais une. Et quel effet, quel outil cela pouvait devenir pour une personne qui n'a pas connu autre chose que la rupture de vie. Voilà. Et j'ai été jusqu'au bout de ce sujet en reprenant un second contrat qui lui était beaucoup plus préparé sur ce poste-là en tant que père aidante. Et voilà. Et c'est ce que je raconte dans ce chapitre en fait. Alors, la paire aidance est-elle associée à des compétences spécifiques ou pas? Et si oui, lesquelles? Oui, les compétences spécifiques, c'est d'avoir vécu, c'est d'expérience vécue en fait, similaire à la situation sur laquelle on va aider l'autre. Et tout le monde les détient, sauf que tout le monde n'a pas construit un savoir expérientiel pour comprendre quel père aidant il peut devenir. Mais oui, bien sûr. Tout le monde en détient. Mais donc la condition préalable, j'ai envie de dire, pour être père aidant, c'est d'avoir déjà conscientisé ces savoirs expérientiels, c'est bien ça? Non, pour devenir travailleur père, en tout cas ça c'est mon idée, mais pour être père aidant, en fait, il n'y a pas besoin de construire quelque chose. La majorité du temps, tout le monde l'utilise d'une façon instinctive auprès de l'autre. Un parent, par exemple, lorsqu'il va éduquer son enfant, il va utiliser son expérience vécue et il va être père pour éduquer son enfant, pour l'éviter de reconnaître les mêmes erreurs. Donc il va utiliser ses propres expériences pour éduquer son enfant. Donc tout le monde en détient. Et pour devenir père aidant, on l'est au quotidien. Par contre, la question s'est posée d'essayer d'aller plus loin dans mes recherches lorsqu'on veut basculer sur un emploi.
lorsqu'on veut devenir travailleur pair. Là, il faut avoir conscientisé les compétences qu'on a acquises pour pouvoir trouver sur quel emploi on peut se greffer. Alors Carole, une réforme dans le champ de la formation associée à vos différentes activités va vous permettre de rentrer de plein pied dans la formation et dans la recherche, hein, puisque vous êtes chercheuse pair. Vous êtes aussi actuellement conseillère technique pair à l'IRTS Paris Île-de-France. Donc je précise que l'IRTS Paris Île-de-France est le premier centre de formation à avoir embauché 2 personnes dites accompagnées, vous-même et Madame Younes, en CDI à mi-temps. Donc ma première question sera de savoir pourquoi vous parlez de co-formation et pas de formation. Alors la co-formation, déjà le démarrage en fait, hein, j'ai commencé dans la formation en travail social pendant mon mandat élu en tant que déléguée du Conseil national des personnes accueillies et accompagnées, le CNPA. On y allait pour partager et sensibiliser sur ce qu'était la participation, notre place dans notre accompagnement, et l'importance que ça pouvait avoir de prendre en considération nos besoins, nos envies, et aussi pour expliquer un peu la participation en général dans les instances, comment ça se passait. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à rencontrer plusieurs niveaux de classe, que ce soit en IRTS, en école régionale, en institut régional de travail social, en université, un peu plus tard en faculté de médecine, et à chaque fois j'étais confrontée à un manque. Il y a un manque dans cet enseignement, hein, qui est principalement théorique et avec un peu de pratique à travers les stages, mais où l'expérience de vie, l'expérience du vécu en fait, est très peu dans ces cursus de formation. Et la co-formation, en fait, c'est un sujet en lui-même, puisque ce qu'on développe, nous, c'est que la personne accompagnée elle-même devrait être co-formateur avec un formateur donc, professionnel pour importer justement en complémentarité des autres savoirs déjà importés, le savoir expérientiel. Parce que ce qu'on vit, ce qu'on subit, il n'y a que la personne qui le vit, qui le traverse, qui peut le dire avec ses mots, et c'est beaucoup plus réaliste. Parce que quand il y a technicité veut dire perte d'authenticité. Et est-ce que vous avez pu mesurer l'impact que cette co-formation, c'est-à-dire savoir théorique et savoir expérientiel, a sur les étudiants? En quoi ça les aide peut-être dans leur pratique professionnelle plus tard, quand ils seront sortis des centres de formation? Est-ce que vous avez pu mesurer ça? Il n'y a pas assez de recul dessus. Nous, ça fait quelques années qu'on le fait, mais il n'y a pas assez de recul. Et notre place dans la formation, en fait, à part nous deux, Yasmina et moi, qui avons été prises en CDI, en fait, reste des rencontres ponctuelles. Donc, ce n'est pas quelque chose de régulier. Pour ce faire, il faudrait vraiment changer profondément le système de formation et y inclure tout le long du processus de formation, peu importe le cursus, la personne accompagnée, concernée par le sujet et qui le vit au quotidien en co-formation avec un formateur tout au long du cursus. Ce qui fait qu'à la fin, il y aurait probablement plus d'impact que de se rendre une fois de temps en temps, une fois par an généralement dans une école de formation pour y importer ce savoir, quelle vision et ce ressenti qu'on peut avoir de ce qu'on vit. Ça ne suffit pas. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de recul, il n'y a pas assez d'expérience de ce type pour avoir du recul dessus. Dans le dernier chapitre que vous avez intitulé « Et après », j'ai découvert que vous aviez un besoin, une envie de connaissance et un besoin d'être en action. Alors, ma question, c'est pour aller vers où? Pour aller vers quoi? Ce livre commence par ce chapitre de la rue qui relate d'où je viens. Et ce dernier chapitre, lui,
parle de là où j'en suis et où je vais, justement. En tout cas, qu'est-ce que je peux en faire? Il y a deux connotations à ce titre-là. Il y a le point d'exclamation qui dit, en gros, ça me fait une belle jambe d'avoir fait tout ça. Et le point d'interrogation, c'est, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Qu'est-ce que je peux en faire de tout ça? Je suis en réinsertion, j'aime pas ce mot, mais disons que je voudrais repartir vers l'emploi. Et c'est la seule chose que je pratique depuis 8 ans. Mais c'est pas reconnu au niveau de cette société. Donc, comment est-ce que je peux faire? Dans ce passage, je parle de moi avec le regard que j'ai de celle que je suis aujourd'hui. Donc avec une vision, avec un peu de recul, où ça va mieux dans ma vie. Et aussi comment je peux réussir à faire... Je vais jusqu'à essayer de trouver comment je peux faire capitaliser tout ce travail que j'ai effectué. Parce que c'est un job. C'est un job avec... vous avez tout au long du livre, en bas, des chiffres dont vous découvrirez le mystère dans ce chapitre-là, justement, à savoir pourquoi ces chiffres en bas de chaque chapitre. Et j'essaye de faire le point un petit peu sur où j'en suis et justement où je vais. Mais alors, vous allez vers où, Carole? Eh bien, j'ai atterri sur 2 contrats de travail où j'ai été reconnue en contrat de travail grâce à ces compétences, ces connaissances, ce savoir expérientiel que j'ai pu construire et utiliser aujourd'hui. Donc c'est déjà une avancée, mais il en manque encore. Il manque encore des choses. C'est le sentiment qu'on a. Hein, quand je vous ai lu, je me suis dit, mais c'est une étape, là, ce chapitre. Et après, où vous en êtes, ce que vous écrivez, je me suis dit, mais elle va aller vers autre chose. Alors peut-être que vous ne savez pas encore vers où vous allez aller, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, moi, en vous lisant. Si, c'est ça. C'est parce qu'en fait, en vérité, nous sommes des centaines de personnes en situation de précarité, d'exclusion sociale à faire ce job de représentation, que ce soit au niveau national. Voilà. J'ai des collègues à moi qui ont acquis un niveau de juriste, très impressionnant, hein, et avec des compétences, mais vraiment au-delà même de certains diplômes reconnus par la Chambre des métiers, par la société, quoi. Et en fait, ils sont toujours au RSA. Et je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Comment est-ce qu'on peut reconnaître, nous utiliser grâce à ces compétences et ne pas nous permettre de pouvoir les utiliser en tant que salarié? Pouvoir aussi sortir de sa précarité financière et en situation d'exclusion sociale. Donc vraiment, fondamentalement, il va servir à ça aussi. Et puis redonner de l'espoir aussi à toutes ces femmes qui ont eu des parcours de vie très difficiles, qu'il y a des solutions et qu'il y a des choses qui peuvent aider aussi à s'en sortir. Des choses comme la participation. Voilà. Carole, nous arrivons au terme de notre interview. Alors pour conclure, je voulais vous poser une question. Comment avez-vous découvert que vous aviez retrouvé le pouvoir d'agir? En fait, ce titre est arrivé très tard, parce que dans cet ouvrage, en fait, j'y relate mon parcours, qui n'est surtout pas un récit de vie pur, hein, mais j'ai juste mis des passages de vie pour faire comprendre le contexte de cette histoire et ce que je voulais essayer de retransmettre. Et au fur et à mesure que je l'ai travaillé, en fait, ça a été analysé. Ce ne sont pas que des mots posés, en fait, il y a toute une analyse dessus. Et je me suis rendu compte, parce que ça demande des heures et des heures, hein, des jours de travail, en fait. Il y a eu un moment dans ce parcours, en fait, où j'ai retrouvé l'envie d'agir sur ma vie, l'envie de reprendre le contrôle de ma vie. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais récupéré mon pouvoir d'agir. Vous dites que vous avez retrouvé votre pouvoir d'agir, le contrôle de vous-même, mais j'ai aussi cette impression en vous lisant que ça a été une écriture thérapie, ce livre, mais c'est aussi, et peut-être surtout, une écriture pour les autres, ceux qui sont encore dans une rupture de vie. Oui, c'est vrai qu'il a été très thérapeutique. Il y a eu des moments très difficiles dans cette rédaction, ce que je disais dans ce chapitre de la rue, ce qui s'est avéré aussi à d'autres moments, hein, dans tout ce parcours de participation, de co-formation aussi, parce qu'il y a eu des moments violents aussi. Hein.
Et du coup, il s'est avéré qu'il a été très thérapeutique, oui, en effet, et je pense que j'ai gagné plusieurs années de thérapie psychiatrique grâce à cet ouvrage. Et oui, il est écrit pour les autres. Il est vraiment, comme je disais dans ce dernier chapitre et après, en fait, c'est ça. Fondamentalement, il faut qu'il serve à tout le monde, il faut qu'il soit diffusé. Et il faut que les gens comprennent pourquoi et comment est-ce qu'on peut vivre une situation d'exclusion et qu'il y a aussi la possibilité de pouvoir s'en sortir. Et ça, c'est peut-être pas assez souligné. Écoutez, nous terminerons sur ces paroles. Je vous remercie, Carole, d'avoir accepté cette interview. Et puis, je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup, Anne-Marie. Et je remercie aussi toute l'équipe qui a permis ce tournage très simple et très humain. Merci à tous. Au revoir, Carole. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Catherine Saint-Honoré et je viens du coup invitée par Carole à parler un peu de cette rencontre, mais je parle déjà de Carole dans la préface de son ouvrage, donc c'est un peu, en fait, je parle surtout de notre rencontre dans la préface de l'ouvrage de Carole. Ce que j'ai à dire, en tout cas, de cette rencontre et de l'accompagnement à l'écriture de l'ouvrage de Carole, c'est la force que cette personne nous donne à entendre des possibles, du dépassement de soi, et c'est ce puisement dans la difficulté qui lui a permis en fait de rebondir. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce parcours de résilience, qui est celui de Carole, c'est toute son implication en fait dans le social. Elle critique beaucoup les travailleurs sociaux, mais c'est entendable de là où elle est, de ce qu'elle fait, de sa place d'aidante. Je pense qu'il y a tout intérêt, en tous les cas, que Carole et les travailleurs sociaux se rencontrent. Et je dirais, puisque de ma place de pédagogue, et que j'ai rencontré en tous les cas Carole au fil de l'écriture de son ouvrage, je pense qu'il est important aussi que les pédagogues rencontrent Carole. Elle a beaucoup apporté aux étudiants. Elle a beaucoup apporté d'ailleurs aussi aux formateurs eux-mêmes. Ce qui pose question dans le social, en fait, c'est la difficulté que les travailleurs sociaux ont à défendre leurs propres droits, alors qu'ils sont amenés à défendre les publics. En tous les cas, à participer à ce que ces personnes puissent s'émanciper et construire leurs projets. Alors, on ne va pas dire que les travailleurs sociaux n'ont pas de projet et qu'ils ont besoin d'être accompagnés nécessairement, mais au même titre qu'un individu qui se trouve à un moment avoir besoin d'autrui, on ne sait pas ce qui peut se passer sur le chemin. Mais ça, ce n'est pas le propos. En fait, ce qui nous intéresse, c'est toute la richesse de la trajectoire de Carole nous amène à entendre comment finalement son travail maintenant sert autrui, c'est-à-dire qu'elle est engagée dans des instances participatives, mais aussi de décision. Et je crois que c'est vraiment une porte ou une fenêtre ouverte que Carole nous offre. Et je pense qu'elle a toute sa place avec son ouvrage, bien sûr, mais aussi avec son expérience, à ouvrir les salles des écoles de formation et partager son aventure, sa réflexion, sa pratique, ses interrogations avec des travailleurs sociaux. Et pour ce faire, on a tout à gagner en tant que pédagogue à l'inviter à réfléchir comment construire un parcours pédagogique sur la question de la participation des publics. Comment en fait
contribuer au pouvoir d'agir des publics, c'est du coup aussi intégrer Carole dans cette réflexion. Elle a beaucoup de choses à nous apprendre, voilà, comme on a beaucoup de choses à s'apprendre les uns les autres. En tout cas, je la remercie. Si je devais parler de Carole, c'était il y a ça plus de 7 ans. Quand on s'est rencontrés quand c'était la plénière des élections au Conseil national des personnes accompagnées, où j'ai été élue déléguée. Et j'ai été touchée par cette seule femme qui est venue, l'une des premières, me féliciter. Pourquoi j'ai été touchée? Parce que c'était une femme timide qui paraissait avec un regard blessé et qui était effacée. Je la vois devant moi là. Et je dis, quand je regarde en arrière, tout ce qu'on a vécu ensemble, notamment dans les travaux du Haut Conseil du travail social, ce qui nous a permis de s'allier et de se souder et de se lier d'amitié. Je trouve pour qu'une femme qui se disait sauvage, eh ben, elle en a fait du chemin. Elle est aujourd'hui auteure d'un ouvrage et c'est pas rien. Et c'est l'une, je le dis, c'est l'une de ma fierté. Pourquoi ma fierté? Parce que c'est une alliée. Et je lui souhaite beaucoup, beaucoup de pleines bonnes choses. Et que l'aventure continue et y perdure. Donc, je suis Dorina Intiage et depuis peu de temps, je suis chargée d'édition aux presses des Parmentiers. Et je voudrais vous livrer ici les derniers échanges de mails avec Carole lors de la sortie du livre. Donc, et je voudrais vraiment partager avec vous l'émotion de la fin de cette aventure collective. C'était le 6 avril 2021. Donc, Dorina, moi-même, écrit « Bonjour les amis, le chemin fut long, mais l'objet tant attendu est arrivé. Félicitations à vous tous. J'espère que vous avez eu l'information officielle de la sortie du livre de Carole. Le site de l'Harmattan le signale dans sa liste des nouveautés. Nous y sommes arrivés. Merci pour le moment de joie et de labeur passé en votre compagnie. » Et Carole me répond. Bonjour à tout le monde. En effet, j'ai eu un mail d'info ce week-end et j'ai commencé la com. Oui, c'était un sacré labeur, mais je pense sincèrement qu'il vaut la peine, qu'il vaut le coup si cela fait bouger ou sauter quelques barrières sociétales. À plus tard sur la route. Vous aurez remarqué toute la modestie de Carole. Et oui, cela a été un plaisir de croiser ta route, Carole, et j'espère l'emprunter à nouveau un de ces jours. Avec toute mon amitié, à bientôt, Dorina.